Mon bonjour à vous tous. Je voudrais vous saluer d'abord et vous dire mon plaisir de me trouver ce soir chez vous pour présenter mon livre. Cela fait partie du dialogue qui s'est instauré dans notre communauté analytique de part et d'autre de l'océan. L'objectif de mon étude vise à interroger le rapport entre le dit, ce qui se dit sur le divan dans une cure analytique, et l'écrit en tant qu'il est le fondement du dit, son cœur même et son mystère. Et c'est déjà toute une thèse de soutenir que le dit en question est fonction de l'écrit. Ce binaire, le dit l'écrit, est au cœur de tout mon travail, comme il est au cœur de toute entreprise analytique. Plus précisément, mon interrogation porte sur le rapport entre le dit analytique et l'écrit poétique, tel qu'il peut animer toute vraie parole. Ceci nécessite un éclaircissement de la nature de ce poétique, que tout le monde s'accorde pour dire qu'il est au cœur de toute parole analytique. Quelle est la nature de ce poétique qui a l'air de se véhiculer dans nos paroles sans qu'on soit des poètes pour autant? L'analysant aimerait bien pouvoir dire que sa séance était un véritable poème. Il y a là quelque chose d'outrancier de soutenir de tels propos. Pourtant, il y a là un lien secret entre la séance analytique et le poème. Comment spécifier ce lien sans tomber dans l'imposture? Lacan a très tôt éclairé ce mystère dans le titre de son discours de Rome, Fonction et champ de la parole et du langage. Il y va donc du rapport de la parole et du langage. Jacques Alain Miller n'a pas hésité, lui, à consacrer une année d'enseignement avec l'intitulé « Un effort de poésie ». Il est dès lors nécessaire de préciser les enjeux d'une parole et ceux d'une écriture. La parole qui se profère sur le divan, nous la saisirons à travers les récits de rêve. Nous rendons ainsi hommage à Freud qui a fondé toute la psychanalyse sur le rêve. Qui dit récit de rêve oblige à passer par les questions du symptôme, du symbole et de la sublimation. Et nous voilà engagés dans des questions essentielles à la psychanalyse. Peut-on interroger tout cela à la fois? Sans doute, mais à condition de le serrer dans le binaire entre le dit et l'écrit, entre la parole et l'écriture. L'écriture poétique mérite, elle, toutes sortes d'interrogations qui vont porter sur les grands écrivains et poètes. Nous allons ainsi recourir à Stéphane Mallarmé, à Francis Ponge et à Dostoïevski. C'est le meilleur moyen de s'immerger dans les écrits poétiques. Ce qu'il faut cependant rappeler, tant on oublie ce que c'est qu'une parole dans ce monde de bavardage où tout le monde dit ce que tout le monde a déjà dit et parfois déjà publié dans les médias. Un premier parcours de ce binaire passe par le récit de rêve. Il nécessite de passer ensuite par un deuxième parcours qui est de l'ordre de l'épistémologie analytique, à savoir ses concepts propres, du plus simple au plus complexe. Qu'en est-il des mots? Qu'en est-il du savoir? Qu'en est-il du discours? Qu'en est-il de la jouissance? Qu'advient-il de tout cela à travers des notions telles que le beau, le vrai, le bien? Et en dernier ressort, qu'en résulte-t-il dans deux pratiques paradoxales comme la psychanalyse et la poésie? Elles sont paradoxales, ces deux pratiques, dans la mesure où il s'agit d'un dire qui relève de l'indicible. Ceci nous engage dans la question du désir de l'analyste et du désir du poète. De nouveau donc, nous rencontrons la question qui interroge le produit de chacune de ces deux pratiques.
le poème d'un côté, l'analyste de l'autre, comme distinct du désir. De part et d'autre, il y va de l'ordre de la causalité qui mobilise le sujet, comme si marquer leur différence ne suffit pas, car il y va de deux destins possibles de la pulsion. Marquons ici le pas par deux poèmes comme prologue. Dans son manteau clochardisé de baliverne, il allait au loin dans les faubourgs. Pour narguer l'envers et l'endroit, entre les gouttes de pluie et les boutons d'or. Comment faire pour mourir? C'était au temps où l'on a bu à la santé de la mort. C'était au commencement, dans l'orangerie, et bientôt dans l'enclos et le dire de l'enclos qui ne me dit pas trop. Ourdir dans le chahut de l'ordre, comme rimer dans l'alternance, ou plutôt fournir l'errance, manière comme une autre, d'étrenner cela qui ne vient pas. Vol des voyelles, éternelle hirondelle. Lacan n'a pas parlé d'écriture analytique. Il a parlé du discours analytique. Alors, ça change les choses. Qu'est-ce que c'est que cette écriture? On peut recourir à Freud pour voir ce que c'est que l'écriture analytique. L'exemple le plus simple qu'on peut donner, c'est l'écriture dans un récit de rêve. Chaque signifiant dans un récit de rêve suppose un signifiant et un signifié qui est en dessous, au-dessous de la barre. Nous avons donc un signifiant, un signifié et une barre. Et alors, c'est cet enjeu-là. Et si on suit la consigne de Lacan, à savoir que le signifiant, c'est ce qui représente le sujet pour un autre signifiant, nous avons là un développement extrêmement complexe. Mais il y a en question, en plus, la question de la jouissance. Qu'est-ce qu'il en est de la jouissance dans tout cela? Il faut interroger les deux signifiants et l'objet cause du désir pour comprendre un peu à ce que pourrait être une écriture analytique. Bien que j'insiste là-dessus, Lacan n'a pas parlé d'écriture analytique. L'écriture analytique et l'écriture poétique procèdent tous les deux du sujet de l'inconscient. Oui. Alors pour l'écriture analytique, il y a une adresse, c'est l'autre du transfert. Très bien. Pour l'écriture poétique, quelle est l'adresse? Est-ce qu'il y a un autre du poème? L'écriture analytique suppose le passage, le recours obligé par l'inconscient. Ce qui fait que l'analysant qui parle sur ce divan ne sait pas si tel mot, le mot table, il faut retenir ce mot, et le renvoie à une chose quelconque, ou le renvoie dans l'inconscient à la série que dessine le mot table et tout l'ordre du langage. L'adresse se complète par le commencement de la réponse, à savoir si l'adresse du mot table dans la l'écriture analytique, c'est l'analyste, l'adresse du mot table dans l'écriture poétique suppose, comme tu as l'air de le pressentir, à un autre poème, à la poésie d'une manière générale, mais à quelque chose qui est déjà écrit. L'écrit renvoie à quelque chose d'écrit. Mais il y a quelque chose de l'ordre du désir qui est conséquent avec l'écriture poétique. À chaque fois, voilà pourquoi à chaque fois, la critique littéraire ou autre interroge l'écrivain ou le poète. Où est-ce qu'il en est de son désir? Qu'est-ce qu'il veut? Où veut-il en venir? Et de ce point de vue-là, on peut interroger le poète à partir des 4 temps de la pulsion. C'est un travail tout à fait important. Je l'ai fait ce type de travail par rapport à Ponge, où
où j'ai interrogé ce qu'il en est de la pulsion chez lui. Hein. Justement, c'était dans le livre « Comment une figue de parole et pourquoi ». Une figue de parole, c'est une figue quand on a commencé à parler. On fait une figue de parole, comme si elle parlait elle-même. Mais c'est vrai. Elle se met à parler. Et ça fait 100 pages de parole. La figue, à force de parler, elle n'est plus une figue, elle devient une parole. C'est une forme un peu informe, lâchée, tombante, comme dessin tombant, comme une vessie dégonflée, une outre dégonflée. Je parle du langage dans sa profondeur concrète, à la fois déshabillé, dénudé et pénétré. C'est un acte d'amour. Parce que le langage n'a qu'une justification. Son urgence est qu'une fonction, une seule fonction, celle de nommer. Ou plus exactement, comme le dit admirablement la langue française, celle d'appeler. Vous placez l'écrit au fondement du dire. Oui, tout à fait. Comment vous articulez cette inversion, en fait? Exactement, oui. Mais c'est-à-dire que, reprenons le dire comme discours, récit d'un rêve. On prend ce discours, on élabore de plus en plus, puis on aboutit à quelque chose qui est de l'ordre de rupture, à la suite de quoi on ne sait plus rien dire. C'est l'extrême limite de l'interprétation, nous dit Freud. Hein. Et c'est à cette pointe-là que quelque chose de l'ordre de l'écrit s'opère pour le sujet et qui fait arrêter ce qui le tanne, ce qui lui fait répétition dans son fantasme. La psychanalyse, ou une cure analytique, oui. Elle vise dans l'horizon un bien-dire. C'est exact, oui. La poésie, l'écriture poétique, quel est son rapport avec ce bien-dire? Oui. Est-ce qu'il y a une exigence à ce niveau? C'est-à-dire que le discours analytique a rapport à ce bien-dire dans la mesure où il passe par la dimension de l'inconscient. Et par là, il cherche à symboliser ce qui n'était pas symbolisable pour lui. Et la poésie ne cesse de faire cela, sans passer par la subjectivité du sujet. Quand on nous dit que les poètes ne savent pas ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire qu'ils disent quelque chose de leur inconscient sans savoir de quoi ils retournent. Mais en même temps, contrairement aux névrosés, ils n'ont pas besoin d'aller chez l'analyste pour dire. Ce qu'ils disent est valable pour eux et pour le reste des humains. Ils sont en avance sur les autres. Parmi les poètes que vous évoquez dans votre livre, Ponge, Mallarmé, Joyce, on peut trouver quelque chose de commun qui est l'usage du néologisme. L'apparition du néologisme, c'est ce qui signe et l'indice de la psychose, d'une forclusion. Et là, l'écart est énorme entre le néologisme qui apparaît chez un écrivain et chez un psychotique. Chez l'écrivain, le néologisme apparaît comme si c'était une première fois. Une première fois, remarque, ce sera une première fois pour le psychotique. Mais la première fois chez l'écrivain, c'est que ça s'écrit pour la première fois. Et ce qui s'écrit, à suivre donc ce que dit Lacan, c'est quelque chose qui fait arrêter ce qui se répète chez lui. Tu vois la différence qu'il y a entre le néologisme d'un côté ou le néologisme de l'autre. D'une part, il y a une valorisation étonnante du néologisme chez Lacan, par rapport à la poésie, je veux dire. Hein. D'autre part, le néologisme, chez le reste des humains, apparaît comme un instant de faille totale chez le sujet. Lacan vous a dit, vous serez alors le premier psychanalyste poète. Oui. Est-ce qu'il y a une articulation entre le désir de l'analyste et la démarche du poète? Oui. D'abord, je peux dire que je ne sais pas pourquoi Lacan a dit ça.
ça m'a conforté dans ma position, puisqu'en débarquant chez lui, je lui disais, je vais écrire de la poésie et faire de la psychanalyse. Donc, je ne sais pas exactement ce que Lacan a voulu dire, mais cela suppose chez lui qu'il sache qu'est-ce qui a été écrit dans la psychanalyse qui est de l'ordre de la poésie. Alors, on peut réfléchir tous les deux. Hein. Qu'est-ce qui est un poète comme analyste? Hein? On peut dire, c'est Freud. On peut dire cela d'une manière métaphorique. Mais on peut dire ça beaucoup plus de Lacan. Il y a plein de métaphores poétiques chez lui. Hein. Et vous-même, Joachim, comment vous arrivez à la poésie et à l'écriture poétique? Oui, bien sûr. Oui. C'est-à-dire que je n'arrive pas, je suis parti de là. Je suis parti de là parce que je ne sais pas pourquoi. Hein. On a l'impression que la poésie, elle ne vous a pas lâché, et vous ne l'avez pas lâché non plus. C'est exact. Qu'est-ce qui fait tenir ces liens toute une existence? Tout ce qu'on peut dire, c'est que ça continue. Ça continue. Il n'y a pas d'explication à cela. Oui. Il semble que ce soit chose entendue, quand on est dans l'ordre de la doxa, d'affirmer que la parole ne trace que dans le sable, alors que l'écriture grave dans la pierre, pour l'éternité. Or, la situation analytique semble présenter un paradoxe dans le fait qu'avec une parole toute volante, destinée à s'effacer aussitôt qu'elle est proférée, quelque chose chemine, se trace, s'inscrit indélébilement et rejoint ainsi le privilège accordé en principe à l'écriture. Le dire semble ainsi constituer une autre alternative à l'écrire, mais à une condition nécessaire mais pas toujours suffisante, celle de la situation analytique. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une même statue de l'écriture, néanmoins, ce que Joachim nous montre, c'est que à lire Francis Ponge, à lire Mallarmé, à lire Joyce, on peut saisir aussi quelque chose du rapport à la parole et à l'écriture dans l'expérience analytique elle-même. Finalement, en psychanalyse, il s'agit de déchiffrer une parole qui a le statut d'une écriture. Et donc il s'intéresse au statut du rêve, et il a une façon de relire Freud avec Lacan, et de nous montrer que finalement, d'emblée, ce qui a intéressé Freud dans le rêve comme voie royale d'accès à l'inconscient, ce qui a intéressé Freud, c'est quelque chose comme une écriture. Il y a une phrase que j'ai beaucoup aimée, il dit finalement le rêve est une sorte de message que l'on s'envoie à soi-même. Ce que Freud aurait découvert, c'est qu'il y aurait dans les productions de l'esprit quelque chose de l'ordre d'un message que l'on s'envoie à soi-même. C'est un message que l'on s'envoie à soi-même, mais que l'on ne peut pas déchiffrer soi-même, que l'on ne peut pas entendre soi-même. Joachim montre très bien ce statut très singulier de la langue de l'inconscient. Finalement, je dirais que son livre est un livre dont le fil conducteur est celui de l'écriture et de la langue de l'inconscient. Je dirais que ce qu'il éclaire, c'est ce que Lacan a appelé la lettre, et qui est très mystérieux. C'est-à-dire que Lacan a défini d'abord l'inconscient comme structuré comme un langage, donc il a défini l'inconscient par rapport à la chaîne signifiante, mais dans un deuxième temps de son enseignement, il a mis l'accent sur un autre statut de la langue de l'inconscient qui était le statut de la lettre en tant qu'elle ne renvoie plus au symbolique mais qu'elle renvoie au réel.
dans l'expérience analytique et dans le travail d'écriture poétique, dans la création poétique, le sujet, en tant que sujet de l'inconscient, est convoqué. Ça, c'est ce que je trouve, ce que Joatier montre très bien, c'est que l'analysant aussi poète, et le poète qui écrit, bien sûr, ne sont pas identiques, puisque le poète est dans un processus de sublimation, alors que l'analysant est dans un processus analytique qui n'est pas du même ordre que la sublimation, mais néanmoins, chacun s'avance dans la langue en essayant de dire quelque chose, d'écrire quelque chose pour le poète, de dire quelque chose pour l'analysant, de ce qui ne peut pas se dire, de ce qui est de l'ordre du réel. Et ça me semble être vraiment le fil rouge du livre de Joatier, aussi bien des articles d'ouverture sur la psychanalyse à proprement dit, sur Freud et sur le rêve, que son travail sur la poésie, son travail sur Mallarmé en particulier, mais aussi sur la littérature, sur Dostoïevski, et à la fin sur Joyce. Il s'agit aussi de montrer que faire une analyse, c'est aussi, à certains égards, faire un travail poétique. C'est-à-dire qu'il y a un effort de poésie, selon l'expression que Jacques-Alain Miller avait proposée, un effort de poésie à faire. Il y a un amour de la langue à déployer. S'intéresser à son inconscient, c'est s'intéresser à la langue comme un poète s'intéresse à la langue et essaie de dire justement ce qui ne peut pas se dire. Il a su explorer finalement cette énigme de la lettre en psychanalyse, en s'appuyant non seulement sur l'enseignement de Lacan et de Jacques-Alain Miller, mais aussi en s'aventurant en tenant par la main les poètes, en tenant par la main Mallarmé, dont sur lequel il a écrit un livre très important, qui est son précédent livre, en tenant à la main les poètes, en tenant par la main les poètes, et en nous montrant finalement l'usage aussi qu'en tant qu'analysant et en tant qu'analyste, nous avons chacun à faire de l'écriture poétique. La troisième, dit Lacan à Rome en 1974. La troisième, elle revient, c'est toujours la première, comme dit Gérard de Nerval. En vérité, Gérard de Nerval dit la 13e revient. Elle revient, c'est encore la première et c'est toujours la seule ou c'est le seul moment, ajoute le poète. Eh bien, reprenons le beau livre inspiré de Joseph Attier, Entre le dit et l'écrit. Je regarde la couverture de l'édition française qui représente 2 des 3 grâces peintes par Raphaël et qui se trouvent au château de Chantilly. Et je me demande aussitôt, mais où est passée la 3e, car l'image de la couverture n'en montre que 2. Mais lesquelles? Car elle s'appelle, tout le monde le sait, Aglaé, Euphrosine et Thalie, la splendeur, l'allégresse et l'abondance, selon les uns, ou encore les actions de donner, de recevoir et de rendre, selon Sénèque. Or, je m'avise aussitôt que l'ouvrage de Joseph Attier instaure, à la suite du dit et de l'écrit, un certain nombre de couples qui l'obsèdent, tout autant que le premier, entre la parole et l'écriture. Je me suis plu à relever ceci, entre le dit et l'écrit, entre écrit et oral, opposition scolaire par excellence, mais aussi entre psychanalyse et écriture poétique, entre le signifiant et la lettre, entre le langage et l'écriture, entre les mots et le savoir, ou même entre les mots et les mots, c'est le titre d'un de ces paragraphes, ou encore entre le mot et le corps, ou entre raison, R-A-I-S-O-N, et raison, R-E-S-O-N, raisonner. Comme si l'ouvrage eût pu s'intituler « Entre tout court ». On pourrait évidemment invoquer Ferdinand de Saussure, la différence du signifiant et du signifié,
Mais cela est connu. Plus encore, la différence du signifiant avec tous les autres signifiants. Ou mieux encore, la différence presque interne du signifiant d'avec lui-même, qui chez Lacan se résout par ce qu'un signifiant représente le sujet pour un autre signifiant. Et voici donc tout à coup surgit le sujet entre deux signifiants. Dès lors, on pourra bien mettre le sujet Joseph Attier, lui-même supposé entre les deux signifiants de chacun de ces couples. Non pas présent sans doute, ce n'est pas de son moi qu'il s'agit, mais supposé. Et donc en même temps frappé d'absence à soi-même, ce qui donnerait sens à ce moment que Nerval nomme dans son poème Artémis, c'est encore la première, et c'est toujours la seule, ou c'est le seul moment. Le moment du sujet, ponctuel et évanouissant, comme dit Lacan. Je songe aussi à ce petit poème que Lacan met en épigraphe au début d'un des chapitres de son discours de Rome. Fonction et champ de la parole et du langage en psychanalyse de 1953, repris dans ses écrits. Entre l'homme et l'amour, il y a la femme. Entre l'homme et la femme, il y a un monde. Entre l'homme et le monde, il y a un mur. C'est du poète Antoine Tudal. Revenons aux trois grâces. Sans doute, comme le dit l'expression « entre elles », chacune d'entre elles est-elle entre les deux autres. Et n'oublions pas que pour Lacan, dans tout amour, il y a toujours un tiers, troisième. La troisième que nous cache dans chacun de ces couples démultipliés Joseph Attier, je ne vous surprendrai pas en vous disant que c'est celle que Mallarmé, qui lui est chère, n'oublions pas son Mallarmé le livre, appelle l'unique source, la poésie.